Alors, bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Gazio aujourd'hui, le pro de la vidéo. Alors aujourd'hui, tu veux nous parler de quoi? Je vais vous parler de réussir un live sur Facebook. Ouh! Et donc on va parler de quoi d'abord? De ce que tu veux. Alors justement, comment on va faire venir des gens sur son Facebook Live? Parce que souvent, moi j'en ai fait, tu te retrouves avec une ou deux personnes qui like, qui reviennent, qui repartent. Comment on fait pour avoir des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de personnes qui vont assister à tes lives? Alors déjà, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Ça dépend de où tu préfères diffuser tes lives. Parce que si on parle de Facebook uniquement, il y a une grosse distinction sur Facebook entre diffuser un live sur son profil personnel, où là, on va rapidement notifier tous ses amis qu'on est en live, et même les amis passivement sur leur téléphone mobile vont recevoir une alerte. Oh, Thomas est en live, venez vite le voir. Donc là, ça attire plus de monde d'un seul coup, mais ce n'est pas forcément des gens qui vont rester. Puis c'est pas forcément des clients. Et voilà. Donc, après, on se dit, l'option 2, et ce qui est intéressant sur Facebook, c'est qu'on a plusieurs options. L'option 2, c'est de se dire, je vais faire mon live dans un groupe, de préférence un groupe privé, dans lequel on a construit une communauté dans ce groupe privé. Et là, c'est pertinent. En termes de personnes atteintes, c'est pertinent dans un groupe privé d'aller faire des lives, puisqu'on a cette intimité, c'est privé. On peut avoir cette discussion avec des gens qui viennent et reviennent. Et après, la troisième option, c'est de faire des lives sur une page Facebook. Où, à ses débuts, c'était juste l'Eldorado, c'était royal. Et puis, un jour, Facebook a décidé de faire évoluer son algorithme, pas en faveur des pages, puisqu'aujourd'hui, c'est comme n'importe quelle publication sur une page, c'est de plus en plus difficile d'avoir du reach naturel, donc du nombre de personnes atteintes naturellement. Mais le live peut encore tirer son épingle du jeu. Il suffit simplement pour ça de se dire, ok, admettons que je suis dans le scénario de je vais faire un live sur une page. Ce que beaucoup de gens veulent faire, puisque derrière, on veut se dire, c'est une manière pour moi d'être exposé, je veux pouvoir être plus exposé, et derrière, trouver des clients grâce à ce live. Donc on va dire que la page, de par les options derrière pour pouvoir, on va dire, rebooster sa publication si on veut la recibler à une audience plus ciblée, ça c'est des stratégies sur comment de manière On va payante réexploiter son contenu, mais de manière organique. C'est sûr que si on lance un live comme ça à l'improviste sur une page, il ne va pas se passer grand-chose. Alors qu'on se dit, je ne comprends pas, quand je fais un live sur mon profil perso, j'ai tout de suite plein d'amis qui viennent, parce que ça ne se comporte pas pareil, l'algorithme. Et sur une page, il vaut mieux programmer sa diffusion en live, puisqu'au moment où on choisit de dire, tiens, je vais faire une vidéo en direct, eh bien Facebook nous dit, vous voulez la faire là en direct, là maintenant tout de suite, et cliquez sur le bouton diffuser en direct, ou alors vous cliquez sur le bouton juste à côté, programmer mon live. Et là, ça change tout. Parce qu'en fait, on va écrire un post qui soit le plus accrocheur possible, écrire un titre de live, un sujet de live qui donne vraiment envie de se dire, celui-là, faut pas que je le manque. Et on peut même, aujourd'hui encore, jusqu'à même mettre une petite miniature aussi, une petite photo qui va illustrer de quoi va parler le live. Tout ça dans une publication programmée. Et une fois qu'on a ce post programmé, prêt à faire feu, il est là, il est visible. C'est-à-dire que les gens peuvent déjà se dire, déjà commencer à commenter éventuellement s'ils ont des questions sur le sujet. Ils peuvent aimer, ils peuvent recevoir une notification. Et moi, en tant qu'auteur, quand je programme ce live, ma mission, c'est de parler au maximum de l'existence de ce post avant le live. Donc de l'emailing, de la notification via le navigateur, éventuellement un petit chatbot si tu en as un. Oui, le chatbot, c'est encore mieux pour ceux qui ont mis en place effectivement une logique de chatbot, puisqu'on peut notifier via le chatbot et dire « Nous sommes en live, venez nous rejoindre ». Via l'emailing, 24 heures avant, dire ça commence. C'est 24 heures avant, c'est de dire on va faire un live sur tel sujet. Renvoyer un emailing pour dire ça commence dans un instant, venez nous rejoindre. Et même après sur Facebook, on peut aussi partager, et les gens commencent à voir un peu partout qu'il y a une publication qui va arriver. Il y a même un décompte en disant c'est là, c'est dans 24 heures, maintenant c'est dans 12 heures, 5, 4, 3, 2, 1, nous sommes en live. Ouais, c'est vrai que toi, tu as vraiment une forme de teaser que tu mets en place. Généralement, quand tu fais un live, tu fais une mini vidéo quelques jours avant en disant « Hey, je suis en live vendredi à 12h30, vous allez voir ça ». Oui, alors ça, c'est encore une autre possibilité. C'est en plus de faire ces actions de communication normales, comme si on venait de publier un article, qu'on disait maintenant je fais toutes mes actions normales de communication. Un live, c'est la même. Que ce soit un live programmé, quand on veut attirer des gens en direct, on va communiquer suffisamment en avance et même jusqu'à un peu avant la diffusion. Et même après, quand le live il est là et qu'on va encore lui donner de la vie et de l'existence, on peut aussi promouvoir et continuer à communiquer sur un live qui est le replay du live. Et donc ce que tu disais, c'est le fameux teaser.
Effectivement, j'utilise les leviers de Facebook en me disant que, ok, aujourd'hui, faire un live ou un post sur une page, le reach naturel n'est pas forcément extra. Sauf que rien ne m'empêche de faire 1 heure avant un live sur mon profil, et cette fois-ci de solliciter mes amis en leur disant « Hey, les amis, là, ce qui va se passer à 13h, comme chaque semaine à 13h, sur ma page Thomas Gazio, je fais cette émission et cette semaine, on va parler de ça. Et justement, si je fais ce petit live en avance, c'est pour vous donner cette petite élément de teasing ou vous faire partager un petit peu de mon intimité pour leur dire, regardez le décor ou le bordel que j'ai mis dans mon appartement, juste pour ce live. Juste pour vous. Juste pour vous. Et ça donne un petit côté, c'est un petit live de teaser à faire avant sa diffusion principale sur sa page, par exemple. Là, on a fait un gros focus sur Facebook, qui est vraiment un des canaux que tu utilises le plus, mais on peut faire exactement la même chose, par exemple sur YouTube, avec la diffusion live YouTube, surtout avec l'app mobile. C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup l'app mobile. En fait, des fois, j'en fais deux. Je fais un premier live teaser ou un vrai live sur Facebook et ensuite sur YouTube. On pourrait même imaginer sur d'autres plateformes, même diffuser même une vidéo sur un Snapchat ou Instagram d'ailleurs. Tiens. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, sur YouTube, moi c'est aussi un domaine que j'adore, YouTube, et on peut aussi faire une diffusion en live en simultané sur Facebook et sur YouTube. Il y a des services pour ça. Alors, pour aller vers ces délires-là, en fait, il y a plusieurs approches. Soit on se dit, ok, je veux faire passer mes lives à un autre niveau, et auquel cas j'ai des méthodes pour ça, pour aider les personnes à sortir du côté habituel de faire un live à bout de bras avec un téléphone mobile et de passer à quelque chose un peu plus sérieux comme le confort. Il y a un vrai confort à faire des lives depuis son ordinateur en profitant d'une webcam à peu près bien placée, un microphone, tout ça se connecte sur les ports USB, c'est assez simple à appréhender, mais surtout ça offre une expérience de live déjà qui est bien différente et bien de meilleure qualité qu'un smartphone en bout de bras et on est plus confortablement installé. Surtout le son en fait. Moi je trouve que ce que reproche le plus de personnes, c'est le son sur une vidéo ou même sur un podcast. Et donc, c'est vrai que soigner le son. Moi, par exemple, ici, vous voyez peut-être pas le matos. Alors, je vais le bouger, j'espère que ça ne va pas d'interruption. Mais là, en fait, tac, vous avez un micro, cravate qui est là. Vous avez un doubleur. Là, j'ai pas mis l'écouteur, mais donc on peut mettre également l'écouteur. Donc, c'est vrai que c'est un petit matos, ça tient dans la poche. Avec, là, vous ne le voyez pas, mais juste en dessous, là, il y a un petit pied Gorilla pliable qui fait 15 cm et ça suffit largement pour faire la plupart des interviews que je fais maintenant. Exactement. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pouvoir faire à peu près la même chose avec le confort d'un ordinateur, c'est qu'on voit aussi tout de suite l'interaction, on voit tout de suite les questions qui nous sont posées. Donc on est plus à l'aise pour même ne serait-ce que partager le live, glisser un petit commentaire qui va susciter l'interaction, et ça je pense qu'il va falloir qu'on en parle absolument, l'interaction. Et quand on maîtrise un peu le sujet de faire des lives avec le confort de son ordinateur, c'est qu'après ça nous laisse la possibilité de pouvoir faire des lives en simultané sur plusieurs plateformes. Là où si on voulait bricoler avec un téléphone mobile, on dirait c'est simple, je demande à mon copain qui me prête son mobile et je fais... les deux l'un à côté de l'autre. Voilà, je mets un YouTube live ici, un Facebook live ici. Je l'ai déjà fait mais c'est pas pratique. C'est pas pratique et c'est pas pareil, effectivement. Ça fait pas pro parce que tu es obligé d'appuyer sur le bouton. Exactement. J'avais fait ça et après je me suis dit non, je vais faire l'un après l'autre, ça va être plus simple. Et donc là on peut faire les choses en simultané, donc quelque part ça donne encore plus de levier dans sa diffusion de son message, d'être en simultané sur Facebook, sur YouTube, et on peut à la fois s'adresser à ses abonnés et faire vivre l'interaction. Et ça, c'est super important, de faire vivre l'interaction. Je pense qu'on va en parler maintenant. Oui, tout à fait. Alors, juste pour donner quelques petites infos, l'outil que tu utilises pour faire la diffusion simultanée, c'est OBS, si je me souviens bien. Alors, OBS ne permet pas, OBS, Open Broadcaster Software, ne permet pas en natif de pouvoir faire de la diffusion en simultané sur Facebook et sur YouTube. Par défaut, dans la version standard, on peut choisir. Après, c'est des services complémentaires qui permettent de dire ma diffusion en direct, je la pousse sur tel serveur et c'est ce serveur-là dont je loue les services qui s'arrange pour le diffuser sur plusieurs plateformes. Mais là on aborde une partie technique de la diffusion en live et j'ai une méthode, justement une méthode Puissance Live qui vulgarise tout cela et qui explique pas à pas comment on peut faire des lives confortablement depuis son ordinateur. Si on veut faire des lives avec une vraie caméra, c'est possible aussi pour offrir une expérience visuelle encore différente. Si on veut s'incruster pendant son live ou incruster des visuels autour de soi, j'explique aussi comment faire et ça rend le live encore plus vivant parce qu'on crée une expérience visuelle qui nous différencie d'un seul coup de tout autre type de diffusion en direct qu'on peut connaître. Et derrière ça, comment être diffusé simultanément. Et puis, aussi de par les petits visuels qu'on peut venir ajouter dans son environnement de live, on peut aussi booster
et susciter cette interaction. Bah, c'est vrai que par exemple, si vous voulez faire juste un live Facebook, BeLive, il y a aussi un truc qui coûte pas cher, je crois que ça coûte 30 balles par mois, un truc comme ça. Mais sauf que c'est une formule à abonnement Ah oui, c'est pas le même. Oui, alors OBS, c'est un outil très technique. Hein, Oui. il faut quoi, une journée, 2 jours pour maîtriser l'outil. ou même moi quand on a les bonnes méthodes. Tu veux dire que tu as une formation là-dessus? Exactement. Ça s'appelle comment? Puissance Live, et avec la méthode Puissance Live, justement, ça permet d'appréhender l'usage de ces logiciels open source gratuits qui fonctionnent à la fois sur des Mac, sur des PC, et puis quel matériel configurer avec, comment bien le configurer, parce que je connais pas mal d'entrepreneurs qui se sont pas mal tirés les cheveux en se disant, bon, finalement, je vais rester sur un téléphone mobile puisque j'arrive jamais à synchroniser le son et l'image, ou bien j'ai l'impression que c'est une usine à gaz, alors qu'en fait, une fois qu'on connaît les fondamentaux, après, il y a des petits réglages. Et des petits réglages, une fois qu'on a ces réglages en place, le reste, c'est qu'un jeu d'enfant. Enfin, quand on est bien accompagné, et c'est un vrai plaisir parce qu'on peut y ajouter des visuels, Ça donne un niveau pro, quoi. Voilà, on peut inviter une personne et la personne apparaît à côté de soi, comme le propose BeLive, sauf que BeLive, c'est une formule à abonnement. Et c'est que Facebook d'ailleurs. Et c'est que Facebook, et en plus on est dépendant parce qu'on n'a pas la main sur la vidéo, c'est-à-dire qu'on n'a que la main sur ce qui est envoyé sur le serveur. Donc c'est une vidéo dégradée. Alors qu'avec mes méthodes, on peut diffuser en direct, et peu importe la qualité du réseau, donc il va dégrader plus ou moins l'image, on garde une copie haute résolution de tout ce qu'on réalise. Donc derrière, en termes de recyclage, on fait tout ce qu'on veut en fait. C'est plus pro parce que quelque part, l'image donne une bonne image de toi. Oui, tout à fait. Donc tout de suite, on a une bonne image. Si on retient un petit peu les choses à cette 10 minutes de vidéo, la première chose, c'est anticiper un peu les choses. Oui. Et donc préparer sa checklist pour faire la promo, comme tu disais, un petit teaser, un envoi d'email, etc. Oui. Créer son événement sur Facebook ou sur son blog. Essayer de récupérer des emails si les gens peuvent s'inscrire. Hein. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, la partie technique. Donc soit on utilisera un outil pro comme OBS, soit on utilisera par exemple BeLive sur Facebook, soit on utilisera éventuellement son smartphone ou son PC si on veut faire un truc simple. Alors maintenant, on arrive à la partie justement d'animation. Le problème, moi en fait, pendant très longtemps, ce que j'ai eu, c'est que j'ai essayé de reprendre le format qu'on fait ici, un format interview ou un format je pousse de l'information en mode live. Or, c'est pas forcément ce qu'on doit faire. Exactement, parce que un des leviers par rapport aux algorithmes, c'est de faire jouer l'interaction le plus tôt possible dans son live. Et en plus, ça n'a que du bon de créer cette interaction. Ça booste cette proximité avec celui qui diffuse. Ça permet d'avoir un retour de ce que pense l'audience, de ce qu'on est en train de leur dire. Et on n'est pas du tout dans le piège de tomber en mode le professeur vous parle. Et à la fin, éventuellement, laissez-moi vos commentaires, mais je les considérerais comme des commentaires qui sont venus après. Là, on va partager, on va échanger, on va apporter de l'information, on va s'intéresser aux gens et on ne va pas diffuser un discours professoral. Exactement. Et cette interaction, elle est reconnue et elle est bénéfique par rapport à l'algorithme. Quand une personne commence à interagir, d'autres personnes autour vont commencer à être notifiées. Enfin, ils vont voir l'activité qui se passe, donc ils vont voir naturellement qu'il y a quelque chose à venir voir à cet endroit. C'est votre live. Créer cette interaction, ça permet aussi d'avoir des retours en direct de ce que vous êtes en train de dire, si c'est clair ou pas clair. Et tout de suite, ça permet d'ajuster la suite du propos ou bien de rebondir dessus. Et ça donne aussi des idées pour vos prochains sujets. Parce que vous pouvez tout à fait dire, cette question est super pertinente, mais malheureusement, la faute de temps, on ne va pas pouvoir l'aborder maintenant. Mais Jean-Michel, j'ai vu ta question et on fera un live ensemble. Exactement. Et si tu veux aller plus loin, d'ailleurs, j'ai une formation vidéo là-dessus. Exactement. Alors, explique-nous un petit peu justement quelles sont les astuces pour générer de l'engagement. Est-ce que c'est au départ, les nouveaux questions, qui est là aujourd'hui? Je sais que toi, tu es assez fan des petites interactions. Donc, donne-nous quelques petites astuces. On parle ici de la micro-interaction. C'est super important parce qu'en fait, répondre par un oui ou par un non ou le nom de la ville où on est, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous suivre depuis un mobile, donc ils n'ont pas le temps de vous écrire des phrases à rallonge ou des questions à rallonge. Donc souvent de fois, quand je fais des lives, que je les fasse pour mes propres sujets ou quand j'interviens dans des événements en animateur de live, eh bien systématiquement, quand je sais sur quel sujet on m'a demandé d'animer le live, je réfléchis toujours à quelles vont être les questions de micro-engagement, quelles vont être les questions qui ne nécessitent qu'un mot en réponse. Un oui, un non de ville, ou souvent de fois, quand c'est des lives pour présenter des techniques, je leur dis, écoutez, dites-moi en un seul mot dans les commentaires, quelle est la technique que vous avez retenue et que vous allez appliquer comme une sorte d'engagement, quelque part. Ils écrivent, donc c'est un engagement de leur part de dire, je veux faire ça, et je vais m'y donner à fond, je vais faire un focus dessus. Et donc, mine de rien, en faisant cela régulièrement pendant son live, on fait jouer cette interaction. Et c'est profitable dans tous les sens du temps. À tout le monde.
Ouais. Alors justement, tu dis que tu fais des interviews, des choses comme ça. Comment on va faire pour avoir plus de monde sur son live? Tu as parlé bien sûr de la participation, mais là, je crois que tu as sous-entendu que inviter des gens, des influenceurs, ça peut être une bonne technique. Bien sûr, puisque déjà, à la promotion, les efforts peuvent être doublés, puisque la personne, si elle est influente, elle a aussi une audience qui la suit, donc autant de son côté qu'elle signale qu'il va se passer quelque chose. Sur Facebook, on peut aussi faire du cross-postage. Ça veut dire que si la page de la personne qu'on reçoit, et c'est un influenceur, qu'il a une belle page, eh bien on peut cross-poster. Ça veut dire que le live va être diffusé auprès de mon audience comme si c'était un live que moi j'avais posté, et lui de même. Donc c'est plus puissant qu'un partage. Donc lui sur sa page, il a vraiment un truc en disant un signal fort, en disant je suis en live, et on peut suivre comme ça les questions qui arrivent, et ça booste encore l'existence du live, et derrière ça, on multiplie les efforts de promotion, puisque la personne qui est un influenceur pourra le partager de nouveau de son côté, recycler sur sa chaîne s'il veut. Et comment tu les sélectionnes, ces influenceurs? Parce que tout le monde n'accepte pas forcément de se faire filmer, on peut le faire éventuellement à distance. Donc, quels sont tes petits critères? Parce que tu fais quasiment tous les vendredis et même plusieurs fois par semaine des lives. Exactement. J'en fais le mercredi à 13h sur un de mes groupes privés et le vendredi à 13h sur ma page Thomas Gazio. Et c'est le Live Entrepreneur Show. Donc, quelque part, j'ai volontairement ouvert un sujet, évidemment, qui s'adresse exclusivement aux entrepreneurs, avec des sujets de motivation, des sujets techniques, des stratégies, du marketing, de la pépite, comme j'aime le dire. Et en fait, finalement, vu que l'émission elle est installée, les potentiels candidats viennent se présenter d'eux-mêmes. Et je sélectionne mes candidats en fonction du sujet qu'ils ont proposé, en fonction de l'affinité que je peux avoir avec eux. En général, c'est souvent les candidats et les personnes avec qui j'ai pu avoir des collaborations par le passé, où on s'est rencontrés à des événements. Et surtout, si je ne les connais pas, c'est de m'assurer que le sujet qu'ils vont proposer, il a un réel intérêt, il est en lien avec une réelle actualité. Ça aussi, le pouvoir d'avoir un sujet qui est en lien avec une actualité forte, ça peut vous faire des lives qui peuvent être partagés une centaine de fois. Tu n'as pas mis ton gilet jaune là aujourd'hui, tu aurais dû le mettre. Exactement, exactement. J'aurais pu mettre un gilet en rapport avec l'actualité. Mais ça marche beaucoup. J'ai eu des sujets d'actualité qui ont été partagés plus de 100 fois. Juste parce que ça répondait vraiment pleinement, c'était aligné avec une actualité RGPD. chaude. RGPD par exemple. J'ai fait plusieurs lives sur le RGPD et c'est fou le nombre de fois où il y a eu de l'interaction parce que on agite des les gens peurs. étaient stressés, voilà. Exactement. Quand on est sur des choses où les gens se sentent vraiment impliqués, ça booste l'interaction, ça booste l'engagement et ça booste les retours derrière. Si on a une stratégie pour convertir les gens qui voient en visiteurs sur sa page, ou les emmener sur une page de capture, c'est sûr que si sur un sujet d'actualité bien chaud, il va y avoir beaucoup plus de monde qui vont partager le live et venir se rendre sur la page de capture derrière. Ouais. Alors autrement, il y a une chose que j'aime bien en fait dans tes vidéos aussi Thomas, c'est que tu fais de l'infotainment, comme c'est la grosse mode aux États-Unis. Alors explique-nous ce que c'est l'infotainment et comment tu le fais, puisque tu as des accessoires, tu as des costumes, tu as de la musique, tu as tes enfants, T'as beaucoup de choses. Alors j'avais les enfants avant qui venaient parce que je faisais mes lives le jeudi soir à 20h, donc il fallait jongler avec les bruits et les parasites extérieurs, sauf que cette fois-ci j'ai fait... Les parasites c'est les enfants? Et voilà, on va dire les parasites des bruits, et les enfants qui tapent à la porte. Papa. Exact. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décalé mon live au vendredi à 13h où là je suis beaucoup plus tranquille, mais il faut quand même susciter de la vie dans son live. Donc, dans ma phase d'introduction de mon live, j'essaie de mettre un maximum d'énergie et de vie dans les premières minutes du live, avant même que le sujet sérieux arrive. Parce que ça attire de l'énergie, ça attire les gens. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Thomas avec son tam-tam. Qui est en train de s'agiter à faire du tam-tam. Qu'est-ce que c'est que ce délire? DJ Toto. Qu'est-ce qu'il fait? Et donc, je le fais systématiquement pour, moi, monter en énergie, mettre tout le monde à l'aise, moi, mon interlocuteur. Et d'entrée de jeu, comme c'est du délire, inciter les gens à laisser un petit j'aime, un petit cœur, où il y a une interaction qui est plus facile dès le départ lorsqu'on a cassé la glace en fait. On rompt la glace à la fois pour mettre à l'aise son interlocuteur qu'on a interviewé, et on met à l'aise tout le monde parce que d'entrée de jeu, les gens nous disent ok, on va être en mode... Je vais passer un bon temps, voilà. Un bon moment. Et ça se ressent sur la durée de visionnage, puisque derrière, les gens, dès le début, sont emmenés dans le truc. Alors justement là, on a vu comment générer du trafic, comment choisir l'outil, la plateforme, un petit peu l'animation. Maintenant, on va parler un petit peu de l'appel à l'action. Parce que c'est pas tout d'avoir passé du temps et un beau moment, il faut quand même rentabiliser son temps. Exactement. Donc il y a plusieurs leviers pour rentabiliser un live une fois qu'il est publié.
Sans parler tout de suite de booster son live avec de la publicité payante dessus, juste quelques fondamentaux de qu'est-ce qui se passe. Même si je boostais mon live pour le rendre plus visible, qu'est-ce qui se passe pendant mon live? Il faut savoir que, en général, les gens peuvent être assez distraits, donc si on se dit je fais un interview, en général un interview avec une personne, plus de l'interaction, ça peut faire durer le live. Donc si on se dit simplement, si on fait la connerie de se dire je vais mettre mon appel à l'action seulement à la fin, on perd. Tu perds tous ceux qui sont partis avant. Exactement. Donc dans un direct, il y a deux choses à jouer. Quand on est en direct, il y a la carte de ceux qui arrivent pendant le direct. Donc ces gens-là, il faut bien à un moment donné leur rappeler souvent de fois dans quel contexte ils sont arrivés. Alors bienvenue, je vois que machin qui vient d'arriver. Voilà. Bienvenue, on a déjà parlé de ça. Voilà, c'est ça. Et puis, en profiter quand on est justement quand on reframe, quand on recadre notre sujet de live et qu'on recadre pour accueillir des gens qui ont pu arriver pendant le live, on en profite pour placer des appels à l'action. Et évidemment, il faut que l'appel à l'action emmène vers quelque chose qui soit complètement en accord et une congruence forte avec ce qu'on vient de traiter dans le sujet du live et ce que les gens peuvent venir rechercher en ressources complémentaires. Là, ça marche à 100%. Donc un PDF, une vidéo, un article. Exactement. Quelque chose, la fameuse ressource dont la personne parle depuis le début, où est-ce qu'on peut venir chercher cette ressource? Finalement, le live, parfois, peut être construit comme un super gros teaser à un truc qu'il faut impérativement venir télécharger en échange d'une ressource, en échange d'un contact email. Et j'ai construit déjà des lives comme cela, en fait, où le live, il a beau durer 45 minutes, ce qui est un peu long pour un live sur Facebook, mais moi, j'y peux rien. Alors, c'est combien de temps ta durée idéale pour toi? Alors, ça mérite encore quelques mesures, quelques retours d'expérience. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu constater chez les personnes qui sont fanas de la mesure, ils ont constaté cette chose-là, que en termes de durée de visionnage, on a de meilleurs scores sur YouTube que sur Facebook. Et ça peut s'expliquer facilement, c'est que c'est vrai que quand on consulte un contenu sur Facebook, quelle que soit sa durée, on est tout de suite assez tenté de scroller et d'aller voir ce qui se passe en dessous, ou au-dessus, ou à côté. Sur YouTube, c'est un peu différent. Sur YouTube, l'espace occupé par la diffusion directe est bien plus important et il y a moins de tentation d'aller voir autre chose. Et puis, on peut jouer sur YouTube un levier qui est plus difficile à jouer sur Facebook, c'est le levier du référencement. Parce que quand on fait un live, on va dire, allez, un live de 15 minutes, en général, c'est souvent ça qui se passe. Un live de 15 minutes sur un sujet qui est passionnant, si des gens ont recherché cette information, ils sont prêts à rester genre passifs, à écouter ce qui se passe pendant 15 minutes sur un replay de live. Sur YouTube, ça va mieux fonctionner, suite à une recherche naturelle, que sur Facebook, quand c'est au hasard d'un passage de flux ou au hasard d'un partage. Donc il vaut mieux une quinzaine de minutes pour un live, oui, 30. Oui, alors là-dessus, en fait, je pense qu'il ne faut pas trop se fixer de limite parce que ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire en termes de recyclage. Si l'objet de son live, c'est de se dire que on laisse parler les gens, on laisse vivre l'interaction, et peu importe la durée du live, derrière, on a une logique de recyclage où on va retenir que l'essentiel, les quelques pépites. Dans cette logique-là, on peut faire un live qui va durer 45 minutes, et avec des efforts de montage, derrière, n'en retenir que 10 minutes les plus percutantes. Et d'utiliser même encore un autre levier, c'est de dire que ces 45 minutes qui sont passées comme ça un peu 24 heures après, ça devient un peu aux oubliettes sur Facebook. Sauf si on booste. On n'en retient que 10 minutes. Une vidéo de 10 minutes super percutante avec que du truc super intéressant. Quand on livre cette vidéo de 10 minutes qu'on la publie sur YouTube par exemple, et qu'il est marqué quelque part dans une annotation ou dans un appel à l'action qu'on aura retourné en post-production, juste pour dire, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet enregistrement, venez cliquer en dessous. Ça aussi, c'est super puissant. Et ça aussi, c'est super malin. Ouais, alors par contre, moi, tu vois, j'ai pris le parti de ne plus faire de montage quasiment pour mes vidéos. Parce que là, si tu dis monter en 10 minutes une vidéo de 40 minutes, ça prend au moins 2-3 heures. Alors, autre tips pour les feignants, c'est qu'il sera convenu au moment de l'interview avec la personne de dire voilà, sache que pendant notre live, il va y avoir un instant fort. Il faut qu'on trouve cet instant fort. On peut le placer au début, au milieu, à la fin, peu importe, il faut qu'on trouve cet instant fort. Et sache que cet instant fort, la question la plus précise, la plus pertinente, sur laquelle tu vas livrer la réponse selon toi, la plus chaude, la plus pertinente, c'est cet extrait-là que je vais derrière surexploiter derrière en recyclage. Là, il y a 0 effort de montage, puisqu'on a déjà convenu à l'avance de quel va être pendant notre live l'instant fort. Et l'instant fort, c'est cet instant-là qu'on reprend derrière. Ouais, par exemple, te dire, tiens, fais-moi une checklist des 10 choses à ne pas oublier quand tu fais un live. Et là, la personne aura préparé en avance, ça aura été synthétique, elle aura réfléchi, et bim.
Voilà. Et donc, si on a ça, on peut tout à fait se dire, la checklist, ça reste le bonus absolument à venir télécharger. Une personne qui découvre le live en plein milieu voit qu'on est au point 5 de la checklist, il dit, ah, il y a une checklist, elle est où? Elle est à télécharger en dessous. Ah, ça c'est cool. Et après, la personne peut même l'utiliser à l'envers. Il peut faire une page de capture qui va diffuser par ailleurs et communiquer en disant, il y a une checklist, et en plus, en bonus à cette checklist, il y a un interview de 45 minutes qui vous dit comment l'appliquer intelligemment. Ouais. Donc, tout fonctionne en termes de recyclage. Il suffit juste de se dire, en préparation de son live, quelle va être la pépite, quelle va être la chose qui va faire que les gens vont se précipiter à aller télécharger cette ressource. Ok, alors là donc on était dans l'appel à l'action, on finit un petit peu sur les appels à l'action quand même. Généralement ce qu'on convient dans les interviews, dans les vidéos, c'est qu'à la fin il faut laisser une session de questions-réponses la plus longue possible pour que les gens vraiment enlèvent tous leurs freins et passent à la commande. Généralement, qu'est-ce que toi tu préconises pour vraiment, ou ce que tu as vu comme très bon exemple, pour rentabiliser son live? J'ai pas vu nécessairement de bons exemples sur une notion de se dire faisons durer Enfin là, ça c'est une chose que je fais moi. J'ai pas observé si c'était une bonne pratique ou une mauvaise pratique. Ce que tu viens de proposer là, de se dire dans la session de questions-réponses en dernière partie, essayons de faire traîner pour voir si ça pas traîner, mais répondre à toutes les questions. Alors c'est sûr qu'évidemment, lorsqu'on fait l'effort de prendre du temps de répondre à toutes les questions, forcément ça engage davantage les gens. Surtout si en plus ils sont restés sur la deuxième partie et qu'on leur apporte des réponses précieuses. Ils sont conquis, c'est même plus engagé, ils sont conquis. Donc derrière, s'il y a une action à faire derrière, ça va être beaucoup plus simple. En termes de conversion, c'est pertinent. Alors les autres petites bonnes pratiques toi, dont tu as parlé, et que tu as vu des choses sympas pour se dire, tiens, comment je vais transformer un auditeur d'une vidéo audio. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais c'est avec le podcast aussi, en réutilisation de celui-là, vous pouvez quand même le réutiliser en mode podcast, qui est assez sympa. Oui. Puisqu'en fait, c'est un format long, et en podcast, on est vraiment là-dessus. Exactement. Oui, en fait, quand on pense aussi dans ces rendez-vous en live, plus ils sont réguliers, mieux c'est pour vous, pour votre culture, pour votre façon de faire des lives, plus ça vous aide à vous familiariser avec ce nouveau média. Et derrière, il faut toujours avoir une logique de recyclage, et effectivement, recycler juste la partie audio de son interview, ça aussi, c'est super pertinent. Et ça peut être livré, c'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, quand on a une logique puissante de recyclage, c'est de se dire que même pendant son live, on peut dire, écoutez, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui me laissent tel mot en commentaire par rapport aux logiques de chatbot, je leur envoie la retranscription ou la partie audio, vous pourrez réécouter où vous voulez avec la petite ressource. Laissez-moi simplement telle action, ou telle chose. Résumé, ou comme tu dis, un PDF, ou même un code promo. Alors justement, donc, la dernière chose, l'appel à l'action, donc c'est bien sûr un code promo spécial qui est valable que maintenant dans le web séminaire et pas après, vous ne le retrouverez plus jamais. C'est une offre qu'on ne voit qu'une seule fois. Est-ce que tu as déjà utilisé d'autres outils? Alors, et après, il y a des structures qui sont sympathiques, qui boostent davantage l'appel à l'action. C'est quand on a vraiment construit une ressource de type Implementation Plan. Donc un truc qui va être la checklist c'est juste pour checker. Mais l'implementation plan, c'est de dire voilà les 7 actions qui vont offrir tel résultat. On sait qu'on offre un live qui va être par exemple les 7 conseils pour tel résultat. Et la ressource complémentaire à venir télécharger, c'est l'implementation plan qui vous donne le plan d'action exact de ces fameuses 7 étapes. Et là, c'est super précieux ce truc-là. Et finalement, son live, il est simplement là, comme je disais tout à l'heure, pour faire un élément de teaser. C'est-à-dire que peu importe que la personne arrive en cours ou même qu'elle regarde le replay jusqu'à l'étape 3, elle sait systématiquement qu'il y a un action plan qui reprend cette étape, qui est actionnable. Donc, le live ne devient qu'un élément de teaser, en fait. C'est même plus du contenu appel à l'action et je convertis. C'est le live entier n'est qu'un élément de teaser vers une ressource. Donc, dès l'accroche du live, les gens se disent juste, bon, j'écoute les 5 premières minutes, mais tout de suite, j'attends même pas l'appel à l'action. Je vais avoir le résumé. Je recherche le résumé, il est où le bouton pour venir tout de suite télécharger ce que je viens d'entendre là, entre deux blagues. Il m'a dit qu'il y avait un action plan qui allait être livré. Est-ce qu'il l'a mis tout de suite en lien dans le post? Est-ce qu'il l'a mis en lien en commentaire? Il est où le truc? Donc pour moi, il est là le levier pour convertir davantage des visiteurs. Il n'y a même pas besoin de se dire on va les préchauffer, ils vont attendre, quand ils vont être bien chauds, je vais seulement livrer à ce moment-là mon appel à l'action. Ça se fait, il y a des structures types comme ça, de ce que je viens de dire, mais je préfère largement l'autre où dès les premières secondes, les gens se disent bon apparemment il y a un truc là. Il y a un truc là. J'attends juste 2 minutes de plus et oui, ça y est, je vais chercher tout de suite le truc. Alors on va juste finir sur YouTube. Donc c'est une plateforme que tu maîtrises également très bien, tu nous en as déjà parlé. On voit
va peut-être, je te laisse donner 3-4 trucs et astuces pour améliorer donc ces vidéos YouTube et après tu nous parleras très rapidement de YouTube Ads et comme tu me l'as dit tout à l'heure, hein, tu commences vraiment à bien maîtriser le sujet et également tu nous diras un petit peu ce que tu as fait justement sur YouTube Ads, je crois que tu as une formation là-dessus. Donc d'abord YouTube, quelques conseils essentiels pour se dire putain mes vues elles restent à 20 ou 30 vues, comment je vais faire pour augmenter tout ça? Alors là, si on regarde ça, YouTube Ads mis à part, parce que je n'ai pas encore de formation sur le sujet, je peux proposer mes conseils, mais j'ai une formation qui elle est plutôt orientée sur le YouTube au sens naturel, référencement naturel, positionnement naturel, mais rien que quand on raisonne juste en naturel sur YouTube, YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde. Je prends les paris, demain ça pourrait devenir le premier moteur de recherche le plus utilisé au monde. Va savoir. On est à quelques mois de cette réalité. J'y crois à mort, hein, c'est mon pronostic. Pour l'instant, ça reste le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde. Donc ça veut dire que quand on a des vidéos qui sont peu vues, la bonne question à se poser, c'est de se dire, mais si ça se trouve, c'est juste parce que le sujet que je suis en train d'adresser, c'est un sujet qui me fait plaisir à moi, mais c'est pas un sujet réellement qui répond à une forte attente. Donc c'est les basiques du référencement naturel, c'est d'aller voir, et les petites astuces quand on veut faire ça sur YouTube, il y a les classiques du référencement de se dire, je vais sur google.fr, je cherche des requêtes, j'essaye de voir autour de mon sujet, on va dire, je sais pas moi, le Bitcoin par exemple, comment tirer du bas Bitcoin, ça va me donner des questions dans les moteurs de recherche de Google, ça c'est les classiques. On peut aussi faire ce même type de requête sur YouTube. Sur YouTube, on est sur la homepage de YouTube, dans la barre de recherche, on tape comment tirer du bas Bitcoin et on voit aussi des suggestions, vraiment des gens qui recherchent le comment acheter du Bitcoin. Et on dit, le comment acheter du Bitcoin, c'est peut-être plus intéressant ou plus populaire comme sujet que simplement Bitcoin, comment trader à la virgule, machin. Je ne connais pas les termes techniques, mais comment miner du Bitcoin. Comment miner du Bitcoin. Un gars qui est loin de ce sujet-là, de la crypto-monnaie, il n'a pas encore entendu l'expression miner le Bitcoin, ça ne lui parle pas du tout. Alors que l'expert qui trempe dedans depuis des années, pour lui, c'est évident. Je vais faire un sujet sur le minage en utilisant tel logiciel sur Windows 2000. Mais mec, si tu veux que ton sujet soit un chouïa plus populaire ou faire plus de vues, reprends quelques fondamentaux et regarde juste quelques basiques. Et les quelques basiques, on va les trouver en faisant cette expression de comment tirer du bas Bitcoin. On va voir qu'il y a des basiques à adresser déjà. Il peut même y avoir, même s'il y a un nom de solution, je pense à Kraken, j'ai entendu parler de ça. On va pas dire Kraken, les 7 erreurs à ne pas faire. Ça va être plutôt comment acheter du Bitcoin sur Kraken. Et là, c'est plus pertinent. À la fois, on donne le nom de la solution, mais à la fois, on donne l'expression type au début de son titre qui est comment acheter du Bitcoin. Et une autre façon de faire, c'est d'aller voir tous ses confrères sur YouTube, de voir ce qu'ils proposent et d'aller sur leur onglet vidéo et d'aller filtrer sur les vidéos les plus populaires. Parce que s'ils ont des vidéos qui sont plus populaires, c'est pas seulement parce que c'est les meilleurs du monde sur tel sujet, c'est aussi qu'il y a des bons mots-clés. C'est les bons mots-clés. Bah oui, c'est vrai que moi, souvent, toi, quand je fais une vidéo, après, dans les mots-clés de la vidéo, je rajoute le titre exact de la vidéo qui fait le plus de vues sur cette thématique-là. Je me dis, associé, paf, ça peut me ramener un petit peu de Exactement. Alors, oui, tu viens de donner un terme qui est super intéressant, la vidéo associée. C'est tout ce que suggère YouTube dans les résultats ou sur son environnement YouTube, tout ce qu'il va suggérer. YouTube a l'outil de suggestion le plus sophistiqué au monde. Et quand on voit la lecture et la littérature dessus, c'est juste flippant. On est à la limite de la science-fiction. Quand on voit les algorithmes très compliqués pour que YouTube puisse rendre son audience plus captive sur YouTube, c'est très complexe leur mécanique de suggestion de vidéos. Mais quand on a compris quels pouvaient être les leviers pour jouer avec cet algorithme, on va se dire qu'un des premiers leviers, c'est la miniature vidéo. Oui. Puisque YouTube, c'est audio-visuel, et c'est visuel avant tout, la plateforme YouTube. Donc si on fait des belles miniatures vidéo, quand elles ont la chance d'être proposées en suggestion, si elle est suffisamment attractive à l'œil humain, on va pouvoir attirer beaucoup de vues. Donc un gros titre des titres super lisibles et puis un truc un peu attractif. Sur tes vidéos, des fois, tu fais un peu de la grimace. Exactement. Je sais pas si tu as une banque d'images. Oui. Alors, ce qu'il faut faire, c'est très simple. On prépare chez soi, on se photographie, puisqu'on sait que c'est un peu le lieu auquel on va faire toutes nos vidéos pour YouTube. On met son dress code habituel ou on change de dress code, le t-shirt bleu ou des t-shirts avec des variantes. Et on fait des expressions.
et on fait Alors des vas-y, sourires. fais-en moi 2-3. Hey! Ah, celle-là, je l'ai vue. Hey! Je l'ai vue aussi. Hey! Celle-là, je l'ai vue. Ouais, je l'ai vue aussi, celle-là. Voilà. Toutes celles-là, je les ai vues sur tes vidéos. Toutes ces expressions-là, vous les gardez, vous faites vous-même votre propre banque d'images de vous, avec toutes ces expressions. Et il faut vous dire que vous allez pouvoir réutiliser ces positions dans les 1/3 de votre miniature vidéo. Donc les 1/3, ça doit être une expression, un langage corporel, et avec l'œil, les yeux qui regardent bien dans l'objectif. C'est ce qui attire. L'œil humain est attiré en premier lieu sur un visage par les yeux. Il voit une expression qui l'attire, il dit mais pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait ça? Et je suis en stress parce que je vais investir dans du Bitcoin, je veux surtout pas me louper. Et là, je vois un mec qui fait comme ça, qui est tout rouge, qui regarde comme ça, et à côté, c'est genre, je me suis ruiné avec Bitcoin. Voilà, je suis dans une réflexion sur C'est la prochaine vidéo que je vais regarder. La prochaine vidéo que je vais regarder celle-là, parce que qu'est-ce qui lui est arrivé à ce mec-là pour qu'il fasse une gueule pareille et qu'il y ait en gros marqué dans sa miniature, je me suis ruiné avec Bitcoin. Forcément, c'est ce qu'on appelle du titre putaclic. Je vois ça, mais je clique dessus. Et après, vous jouez en votre faveur, parce que si cette vidéo-là, les gens cliquent systématiquement dessus après avoir vu une vidéo, dans l'algorithme complexe des vidéos suggérées par YouTube, vous remontez pareil dans l'intérêt. Et donc tout cela, ces petites mécaniques sur faire des sujets, pas pour vous faire plaisir à vous, mais des sujets potentiellement que les gens recherchent, et travailler à fond votre miniature, rien que ça, c'est deux conseils précieux sur lesquels je pourrais aller encore plus en détail, avec des outils de mesure. Bah, c'est vrai que tu as 2-3 logiciels moi, que j'utilise. VideoIQ qui est pas mal pour... Enfin, il a moins d'intérêt maintenant parce que YouTube a changé son Creator Studio. Donc Oui. maintenant c'est moins pertinent. Mais c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment bien parce que tu peux voir tes mots-clés, changer tes vidéos à la volée, tout ça. Enfin, des mots-clés de tes vidéos à la volée, c'était vraiment sympa. Oui. Mais il demeure comme assez intéressant. Puis Jarvis qui aide un peu pour liker, suivre et tout ça. Voilà, moi c'est les deux ce que je préfère. Je sais pas si toi en as d'autres dans ta besace. Bah après, pour ce qui est référencement, moi j'adore TubeBuddy. Ah oui, exact. TubeBuddy pour TubeBuddy ou TubeBuddy, ça dépend comment. Si t'as D'où tu le suis. Et c'est vachement bien parce que quand on regarde une vidéo d'un concurrent, on voit tout de suite quels sont les mots-clés sur lesquels il s'est positionné. Et ça nous donne des bons indicateurs pour se positionner à son tour sur ces mots-clés-là. Donc en termes de référencement vraiment en mode je suis un gros référenceur avec des bonnes stratégies, TubeBuddy c'est un très très bon facilitateur. Et c'est vrai que YouTube fait évoluer son interface pour d'autres sujets, comme je parlais tout à l'heure de la miniature vidéo. Ben, YouTube donne enfin, si on l'utilise clairement, j'ai un sujet sur ma chaîne YouTube sur ce sujet-là, sur comment exploiter un nouvel élément de mesure qui va mesurer l'efficacité de ces miniatures vidéo. On peut le faire. YouTube donne la possibilité de montrer le nombre de fois où sa miniature a été montrée sur l'écran de YouTube et le nombre de fois où les personnes ont cliqué dessus. Cette mesure-là n'existait pas avant, elle existe maintenant et c'est un vrai game changer. Quand on sait que la miniature, ça peut créer une différence dans son nombre de vues, avoir un outil mis à disposition de YouTube pour mesurer l'efficacité de sa miniature vidéo, ça c'est juste puissant. Et j'en ai fait un sujet complet sur ma chaîne Thomas Gazio. Alors justement, si on veut en savoir plus sur toi et tes différentes formations vidéo, la Puissance Live pour apprendre à faire du live, et prochainement sans doute une formation vidéo sur YouTube Ads, oui. Mais actuellement c'est plutôt du coaching que tu fais. Voilà. On va où en fait? Alors, simplement rechercher Thomas Gazio, ou si vous vous intéressez à Puissance Live, vous cherchez Puissance Live. Si vous vous intéressez à mes autres formations sur YouTube, recherchez simplement Thomas Gazio. Vous pourrez me suivre sur YouTube, vous pouvez me suivre sur Facebook en recherchant simplement Thomas Gazio. C'est là où je suis. G-A-S-I-O. Exactement. G-A-S-I-O. Comme disco, c'est Gazio. Et on trouve très facilement mes produits. Et c'est vrai que le produit avec lequel j'ai plus d'affinité, indépendamment de YouTube Ads avec lequel j'ai cette compétence qui va devenir un infoproduit et sur lequel je fais des conseils, ma méthode préférée reste Puissance Live parce que vous souhaitiez recycler ça sur de la vidéo publicitaire, de la vidéo de contenu, des vidéos de formation, des vidéos longues, courtes, des lives avec des interviews en mode super authentique, Puissance Live vous donne la clé pour tout cela. Même pour faire des webinaires qui convertissent mieux, Puissance Live donne des clés de par à cette méthode et comment être à l'aise avec les outils pour faire des trucs qui ont vraiment de la gueule. Donc en fait, Puissance Live, c'est comment faire des vidéos à la partie technique, comment animer des vidéos et passer à l'action et après la diffuser et avoir du trafic, quoi. Exactement. Bon, merci Thomas pour cette petite vidéo et puis à très bientôt. À bientôt, salut.